Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence matinale d'Afilog, Logistique, sommes-nous prêts pour une prochaine crise ? Un an après le début de la crise de la Covid-19 en France, la question de la logistique est plus que jamais sur le devant de la scène. La logistique sanitaire tout d'abord, avec des sujets d'approvisionnement mis en lumière dès mars 2020, mais aussi celle liée au marché de la consommation dont les habitudes ont été bousculées. Fort de ces retours d'expérience, sommes-nous vraiment prêts pour affronter la prochaine crise ? Une question bien sûr ambitieuse, alors que l'actuelle n'est hélas pas encore terminée. Malgré tout, nous allons défricher le sujet ce matin avec notre tour de table. Avec nous ce matin, le colonel Xavier Talouarn, chargé de mission logistique interministérielle de crise, attaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Nous accueillons également Hubert Olivier, président d'OCP. Avec nous ce matin, Fabrice Gallo, directeur du développement de Yvalet. Bonjour. Et enfin, Victor Layet, consultant affaires publiques pour Publicis Consultant, bonjour, qui conseille Afilog sur ces sujets. Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous ce matin. Je vous propose de commencer avec une petite introduction de Diana Dizin, déléguée générale Afilog, que l'on écoute. Bonjour à tous, je suis Diana Dizin, directrice déléguée d'Afilog, et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est en distanciel. Bienvenue à cette conférence organisée par Businessimo et Afilog, qui pose une question que nous sommes sans doute nombreux à avoir plus ou moins consciemment formulée. Sommes-nous prêts pour la prochaine crise, quelle qu'elle soit économique, sanitaire, sociale ? Vous en conviendrez, il est peu probable que l'avenir nous épargne son lot de crises. Alors, dans le champ de l'immobilier logistique, qui est au cœur de notre association, nous avons voulu savoir comment cette crise, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait passée, peut nous aider à affronter les prochaines, avec bien entendu, comme toujours, le calme d'une vieille troupe. Ce sont nos intervenants qui vont tenter de répondre à cette difficile question. Pour ma part, c'est d'une autre crise à laquelle notre profession est confrontée en ce moment que je voudrais vous dire deux mots. La crise de la confiance. Pas la confiance des investisseurs et des utilisateurs d'entrepôts, qui elle est toujours au plus haut, si on en juge à la demande qui s'exprime et à un taux de vacances historiquement bas, mais une crise de confiance envers la capacité des acteurs de l'immobilier logistique, notre capacité collective à exercer notre métier dans le respect de l'environnement et de la cohésion sociale. Nous avons pu ressentir ces derniers mois et ces dernières semaines, et nous le ressentons de manière aiguë en ce moment dans l'examen de la loi climat et résilience, des volontés visant à freiner notre activité, surtout celle qui est liée de près ou de loin au e-commerce, qui pour certains n'est pas loin du péché capital. Mais quelle que soit la nature de ces reproches, nos bâtiments savent préserver la nature, savent préserver la biodiversité, les terres agricoles et les terres naturelles. Nous pouvons certes mieux faire et nous allons faire mieux. Pour nous améliorer, nous avons besoin de quelques ajustements réglementaires et nous en faisons la demande depuis de nombreuses années. Comme pouvoir verticaliser davantage nos bâtiments aux abords des villes pour consommer moins de terrain, comme aussi avoir accès à des friches ou bénéficier de délais administratifs plus courts. Nos bâtiments savent non seulement respecter, mais aussi soutenir le commerce de proximité, le commerce physique et l'ensemble de l'économie, sans oublier ses fonctions vitales comme l'approvisionnement alimentaire, les médicaments, en ce moment même les vaccins et le matériel médical. Bref, l'action d'Afilog est centrée sur comment montrer que l'immobilier logistique est le support de toute activité, qu'elle soit industrielle, commerciale, de service, et qu'elle est le bras armé de la relance du pays. Nous rencontrons des députés, des sénateurs, des cabinets ministériels et des collectivités pour rappeler que nous avons besoin d'entrepôts en France, surtout si on a l'ambition de relocaliser des activités productives. L'entrepôt n'est pas un problème mais une solution, et une solution particulièrement utile par temps de crise. Merci pour votre écoute et bonne conférence. Merci Diana pour cette introduction. Je vous propose tout de suite de nous diriger vers les coulisses de cette crise avec vous, colonel Xavier Talouarn. Vous êtes en charge de la question de la logistique de crise au sein de cette cellule interministérielle. Pouvez-vous nous expliquer comment elle est née et quelle est sa vocation ? Alors, c'est née par rapport à une réflexion de l'État suite aux crises majeures qu'on a connues depuis ces dernières années. On s'est aperçu que la dimension logistique était prégnante, était dimensionnante pour pouvoir avoir une réponse
ajustée et adaptée des pouvoirs publics. Et donc, depuis quelques années, à savoir depuis 2013 essentiellement, il y a une réflexion qui naît et qui s'accroît sur la mise en place d'un dispositif logistique qui allie l'intégralité des ressources, certes des ministères, mais également des ressources privées. On parle bien de crise, et en fait, mon métier, c'est pas tant la logistique que la crise. Et donc, le secrétaire général de la Défense et Sécurité nationale est un organisme du Premier ministre qui est en charge de planifier, de pouvoir coordonner en interministériel et au sein de l'ensemble des acteurs de l'État et de notre nation une réponse à une crise majeure. Quand on dit une crise majeure, c'est que ça impacte, c'est un aléa, qu'il soit naturel, qu'il soit industriel, qu'il soit d'ordre public, qui va impacter tout ou partie de notre population ou tout ou partie de notre territoire. Donc on n'est pas sur des crises dites sectorielles ou des crises qui concernent uniquement un petit territoire, une petite population, on est bien sur quelque chose de dimensionnant, qui peut, quelque part, emporter notre nation. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'utopique, c'est pas quelque chose de mythomaniaque, c'est simplement que ça peut exister. Et la preuve en est, c'est qu'on a eu, en 2017, une partie de notre territoire qui a été emportée du côté de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui, c'est non seulement notre territoire qui est impacté, c'est l'ensemble de notre population, et c'est même planétaire. Donc, on n'est absolument pas dans du rêve, l'utopie, on est bien sur de la réalité. La réalité qui se concrétise, malheureusement, ou la réalité, en tout cas, qu'on doit planifier, qu'on doit construire. Donc, la dimension logistique est apparue parce que, tout simplement, on a des besoins au vu d'aléas importants qui sont justement importants. On a besoin de pouvoir répondre, on a besoin de pouvoir chercher notre patrimoine, des ressources. Le patrimoine de l'État ou le patrimoine public n'est plus tout à fait dimensionné pour faire face à notre population de plus de 67 millions d'habitants. Parce que bien souvent, on imagine les moyens de la sécurité civile, les moyens des armées, les moyens des forces de l'ordre. C'est fait en fait pour soutenir et pour subvenir aux justes besoins de ces services, justement. Absolument pas de pouvoir faire face au secours de 10 villes, 15 villes, de tout au pays. Donc à mon avis, si les dispositifs sont là uniquement pour aller chercher dans des entrepôts des ressources et les véhiculer et s'arrêter juste à la consommation des moyens de secours, c'est un premier pas, c'est certain, mais c'est pas du tout celui qu'on demande pour une crise majeure. Et on le voit au niveau de la pandémie ou d'une crise liée à une submersion marine majeure, à un effondrement suite à un risque sismique, que ce soit sur notre territoire continental, métropolitain ou outre-mer, qui en plus emporte quelques difficultés supplémentaires d'insularité et d'éloignement. Mais on doit avoir effectivement une réponse liée à la mobilisation des ressources, leur acheminement, leur distribution et leur consommation. Affectation, si vous voulez, pour reparler. Ce qui veut dire que l'État réfléchit donc mais met en place au fur et à mesure des outils qui vont simplement identifier le besoin, être capable d'exprimer ce besoin auprès de grands partenaires et de pouvoir aller chercher et mettre en œuvre des moyens, des process, des prestations au profit, de la population qui a été menacée, impactée, et au profit après de la restauration, la stabilisation d'un territoire qui a été endommagé. Donc voilà, donc en fait, on est bien sur une réflexion de crise et absolument pas sur une réflexion courante, quotidienne. On est bien sur une dimension où les moyens sont dépassés, on est sidéré, on va devoir inventer ou chercher des process qui jusqu'ici n'avaient été pas mis en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été imaginés, n'ont pas été construits. Simplement, c'est que le quotidien du temps de paix, on n'en a pas besoin. Par contre, l'exception du temps de crise, on a besoin. Et à partir de ce moment-là, on doit faire le lien entre ce qui n'existe pas et ce qu'on doit produire pour subvenir aux besoins d'une population. Vous nous dites que d'une part, forcément, l'État n'est pas structuré pour répondre seul à la totalité de ces situations. On entend aussi ce que vous nous dites par rapport à de potentiels partenaires face à ces crises. De quoi parle-t-on? Avec qui l'État travaille-t-elle dans ce genre de situation? Alors, on a eu une première émanation de cette cellule de crise interministérielle en logistique durant l'épisode cyclonique de 2017 en septembre, qui ont touché donc les îles dans les Antilles françaises, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où il y a eu une décision prise par le directeur de crise de créer une cellule logistique ad hoc. À savoir qu'on ne va pas demander à la préfecture de Guadeloupe, à la préfecture de Martinique, qui sont les deux préfectures de zonales et départementales de rattachement de territoires impactés. Écoutez, messieurs, mesdames les préfets qui sont en place, vous êtes les directeurs de crise responsables des opérations sur le site. En gros, débrouillez-vous.
Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'État a pris ses responsabilités. Il y a eu ce qu'on appelle ces phénomènes de subsidiarité, à savoir qu'à un moment donné, quand l'échelon local ne peut pas faire, ça remonte jusqu'à l'échelon central. Et à ce moment-là, on met en place un dispositif qui va permettre d'acheminer de manière stratégique des ressources de métropole ou d'ailleurs vers les théâtres, vers les territoires. Pour ça, il y a eu une dimension logistique qui a été tout de suite vue par le directeur de crise et une cellule logistique a été mise en place pour justement procéder à l'identification des besoins et l'acheminement de denrées d'urgence sur ces territoires. Donc, sur les quelques semaines de la crise, le pic de crise, il y a eu 1200 tonnes de produits, d'articles, de matériel divers qui ont été acheminés essentiellement par voie aérienne au profit de Saint-Martin et Saint-Barth. Donc, c'était vraiment la première fois qu'au sein d'une cellule de crise interministérielle, donc en gros une émanation de la crise d'État, vous avez vu cet organe logistique qui a été mis en place. D'accord. Après, sur la pandémie que nous subissons actuellement, il y a eu une réplique déjà au ministère de la Santé. Vous avez une cellule de coordination interministérielle logistique qui a été mise en place pour justement faire face à l'approvisionnement en dispositifs médicaux et en équipements de protection individuelle. On a beaucoup parlé des masques, c'était effectivement une des problématiques. C'est également, la problématique, c'était de mettre en place des dispositifs médicaux, que ce soit des réanimateurs, des ventilateurs, que ce soit également des médicaments liés justement à la très forte consommation sur les médicaments utilisés en réanimation. Et puis après, vous avez également toute la reconstruction, resolidification des stocks stratégiques. Voilà, donc c'est que vous avez donc deuxième fois une cellule de crise logistique qui a été mise en place. C'est une cellule logistique qui a été puissante parce que on en a très peu parlé. Si on n'en parle pas, c'est que ça s'est bien passé. Mais vous avez jusqu'à eu presque 50 personnes qui ont été impliquées directement au niveau État. Je ne parle pas justement des partenaires privés qui ont été impactés par les différents marchés ou actions qu'on leur a demandé. Vous avez des entreprises comme Geodis, Freight Forwarding par exemple, qui pour le pont aérien entre la Chine et la France pour ramener les produits ont dû solliciter entre 100 et 150 de leurs collaborateurs, soit directement, soit indirectement, mais en tout cas, c'était qu'on ait une action majeure pour eux. Donc, on voit qu'au niveau de le deuxième épisode logistique de crise, au niveau de la cellule logistique en ministère de la Santé, il y a eu déjà une avancée sur le partenariat entre le public et le privé. Et en fait, c'est l'idée qui est sous-jacente et qui est faite quelque part, qui est exhibée dans les différents retours d'expérience. On a besoin de l'un et de l'autre, à la fois d'une autorité publique qui sait ce qu'elle veut, qui décide et qui exprime un besoin clair pour les besoins d'une population, pour les besoins d'un territoire, et de l'autre côté, des opérateurs privés qui peuvent se positionner, qui peuvent œuvrer pour le bien public avec des solutions qui sont les leurs, et justement des solutions d'exception. Parce que ce qui est par contre là tout à fait important et qui n'apparaît pas qu'en filigrane, mais en fait ça apparaît de manière, je dirais presque évidente quand on le voit, mais quand on le voit plus tous les jours, c'est cette dimension crise. Et c'est là où justement la partie logistique privée est souvent, fragile, parce que toute la performance, toute la qualité qu'on peut attendre des logisticiens du monde industriel ou du monde public, c'est justement une qualité liée à la stabilité, à la recherche de qualité des process logistiques. Et quand vous êtes en crise, la plupart des variables ont été impactées. Et à ce moment-là, on retrouve ces notions qui sont très académiques, mais qui au final sont vécues. On parle d'incertitude, on parle d'imprécision dans les choix, on parle de risques, d'échecs. Faut bien comprendre que justement, c'est ce qui est un peu des fois difficile à voir, aussi bien par une population, je dirais par l'opinion publique, que même par des professionnels qui sont pourtant, je dirais, implantés, c'est qu'on peut avoir un échec, à savoir on peut avoir un avion qui atterrit quelque part en Chine et qui ne peut pas revenir, on peut avoir une cargaison qui est perdue parce qu'on a une évolution douanière, on peut avoir, toute autre anecdote qui font qu'à un moment donné, on a un obstacle qu'on arrive à passer, ou peut-être pas. Et à partir de ce moment-là, on a encore une fois ces notions qui sont liées à la crise dans le domaine de la logistique, sur le fait qu'on prend une décision sans avoir tous les tenants aboutissants, sans pas avoir toutes les informations. On n'a pas forcément tous les systèmes d'information qui nous permettent de tracer notre marchandise. Vous pouvez avoir des opérateurs qui sont très performants et qui vont vous tracer votre marchandise et qui, au final, on aura un trou et on ne saura plus trop où c'est.
Alors, les acteurs et les professionnels de la logistique vont nous dire aussi comment ils ont vécu cette crise, mais je pense qu'il y a une chose qu'on entend dans votre intervention, c'est le fait que la logistique a été identifiée comme un sujet prédominant en temps de crise. Je pense que tout le monde ici ne pourra que s'en réjouir. On entend aussi qu'il y a un besoin de partenariat, mais qu'il est donc assez frais, finalement, ce besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, de part et d'autre de la table, les acteurs se connaissent, se sont compris? Est-ce que, du coup, au moment où une crise se déclenche ou à chaque évolution de la crise, vous savez à peu près à qui vous adressez, est-ce que eux aussi savent à qui s'adresser? Est-ce que le tuyau de l'information fonctionne bien? Alors, faut comprendre qu'une communauté qui gère une crise est une communauté qui est très réduite. Mmh. Absolument pas dans le temps, entre guillemets, le temps de paix, le temps quotidien, où chacun, ses acteurs, ses intervenants, ses partenaires, ses contacts institutionnels. Le temps de la crise va totalement bouleverser ces données. Mmh. Donc, on va devoir travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même pas identifiés, dans des structures qui ne sont pas celles du quotidien, dans les systèmes d'information qui n'existent pas ou qu'il faut réinventer, avec pourtant des contraintes juridiques administratives qui sont plus ou moins identiques, ou du moins qui vont devoir être aménagées, mais qui ne sont pas forcément dérogatoires, elles existent toujours. Donc on va devoir mettre en place une communauté dans un espace de temps, de lieu et d'action unique, qui est souvent contraint, excessivement pris par l'urgence et la pression. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez des gens qui se sont déjà connus auparavant, qui ont déjà travaillé ensemble, vont devoir effectivement avoir une certaine facilité à pouvoir se recontacter. Je prends des grands groupes comme EDF, des directoires comme Geodis, CMA, CGM. Ce sont des entreprises, au sens très large du terme, qui sont habituées à travailler avec des instances du plus haut niveau de l'État. Par contre, vous prenez des entreprises de la grande distribution, je prends les exemples des magasins Système U du Rond-Irma qui ont fait un travail extraordinaire, en particulier de bénévolence au profit de la population, mais qui avaient très clairement une ignorance des structures de gestion de crise. Donc on trouve en fait des acteurs étatiques qui n'ont pas du tout conscience des dimensionnements, des capacités, des compétences des grands opérateurs privés et logistiques en particulier. Et de l'autre côté, vous avez des acteurs du secteur privé qui, quelque part, n'ont pas forcément connaissance ni la justesse ou la lucidité sur les process ou les acteurs de gestion de crise. Et c'est justement ça, je dirais, l'enjeu, c'est de pouvoir améliorer, accroître la connaissance réciproque et d'avoir une culture de la crise avec cette dimension logistique qui est derrière. Donc c'est pour ça que moi, je prends, je dirais, la thématique un petit peu à l'envers. Je mets souvent en avant la dimension gestion de crise et la logistique étant une thématique particulière, alors que, je dirais, ceux qui sont autour de la table sont plus souvent des gens en charge de logistique qui vont devoir subir une crise. Alors justement, un professionnel de la logistique qui s'est retrouvé comme les autres dans cette situation de crise, vous en faites partie. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer le métier d'OCP relié justement à cette notion de logistique sanitaire, mais hors crise, vous avez aussi une mission. Donc est-ce que vous pouvez nous l'expliquer avant de comprendre comment la crise a impacté vos activités ? Oui, bien sûr. Alors justement, j'entendais le colonel qui nous parlait d'une logistique dans l'ombre, quand tout marche bien, mais aussi d'une logistique qui sort des sentiers battus, qui part sur des missions nouvelles en gestion de crise. C'est exactement ce qu'on a vécu. Alors habituellement, on est dans l'ombre. Le métier d'OCP, c'est quoi ? C'est la distribution des médicaments, c'est-à-dire l'approvisionnement quotidien des pharmacies. Et nous sommes le leader de cette activité puisque nous avons 40 centres de logistique, donc des établissements pharmaceutiques qui nous permettent de réapprovisionner tous les jours, puisque nous livrons nos clients tous les jours, 14 000 officines sur les 21 500 qu'il y a en France. Alors, on est connu du grand public par nos petites camionnettes de livraison, sur lesquelles il y a écrit « Urgent médicaments », mais sinon, on ne nous connaît pas du tout. En revanche, on est bien plus, bien sûr, identifié par les professionnels de la logistique, puisqu'on est sur des schémas assez ambitieux et complexes. La gamme d'une pharmacie, c'est jusqu'à 40 000 références. Certaines sont vendues tous les jours, d'autres sont vendues une fois par an. Le maillage fait que nous devons approvisionner tous les jours, donc un nombre considérable de points de vente. Donc c'est une logistique de précision qui nécessite vraiment d'être tous les jours au rendez-vous, puisque bien sûr le patient ne veut pas attendre, le patient veut avoir son médicament, le patient, quand il arrive à l'officine avec son ordonnance, veut repartir avec son traitement. Très bien. Donc on comprend effectivement le contexte et ce côté invisible du tout se passe bien. Ce que l'on voit, c'est que les médicaments tombent au moment où on les demande à la pharmacie et on ne s'occupe pas du reste. Et alors, durant cette crise, comment avez-vous en quoi a-t-elle impacté vos activités et votre rôle ? On imagine qu'il y a eu des affaires, là aussi, de masques, peut-être aujourd'hui de vaccins. Mais au départ, comment ça s'est passé ?
En réalité, cette crise, on a eu à la traverser sous 2 angles. D'abord, comment est-ce qu'elle nous a impacté, nous, et comment on faisait en sorte de continuer à remplir notre mission. Et puis ensuite, comment, par rapport à des sollicitations qui sont arrivées dans le désordre et bien sûr dans l'improvisation parfois, de répondre aux demandes qui nous étaient faites de la part des pouvoirs publics. Alors, la façon dont on a géré la crise par rapport à nous-mêmes, ça a été très simple. On a mis en place 2 grands principes qui ont guidé toutes nos actions. Premièrement, protéger la santé de tous les collaborateurs. Ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de masque, pas de gel, rien du tout. Comment on y va alors qu'on pense que le virus est partout ? Ensuite, on a bien sûr mis en place nos plans de continuité d'activité. On a fait des hypothèses comme quoi on aurait pu avoir 20, 30, 40% de nos effectifs qui n'auraient plus pu préparer les commandes, qui n'auraient plus pu livrer les commandes à l'officine. Donc, il a fallu construire en urgence, parce qu'on n'est pas forcément très bien préparé ces solutions. Et l'autre doctrine qu'on s'est fixée, c'est justement celle-là, c'est de faire en sorte que nous puissions tous les jours maintenir un niveau de service suffisant à l'attente de nos clients. Donc, en temps de paix ou en temps habituel, on livre couramment 2 fois par jour. On a en général pu maintenir cette fréquence, mais dans certaines régions, on a réduit à 1 livraison par jour et les pharmaciens ont pu néanmoins servir les patients très correctement au comptoir. On a aussi fait la preuve d'une énorme réactivité. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez mémorisé, mais dans les jours qui ont précédé le premier confinement, il y a eu une explosion de demandes dans les pharmacies. On a parfois vu des linéaires de grandes surfaces potentiellement vides, et en général pas longtemps d'ailleurs. Les tiroirs des pharmacies n'ont pas été vides. On a réussi à traiter le double, le triple de nos volumes habituels sur des délais très courts. Ça, c'est la façon dont on a géré l'impact de la crise chez nous. Et encore une fois, on n'a jamais interrompu notre service à aucun moment. Et ça, c'est une vraie fierté de la part de toutes nos équipes, tous nos collaborateurs. Après, il y a eu tout ce qui est arrivé en nouveaux services, en nouvelles prestations, en nouvelles missions qu'il a fallu développer dans l'urgence. Alors, certaines étaient pour nous relativement faciles parce qu'elles font partie de ce que l'on fait déjà. Elles étaient complexes sur l'approvisionnement. La première grande mission, ça a été d'approvisionner les masques d'État, qui, vous en souvenez peut-être, devaient être livrés dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Parce que les pharmacies étaient le point de collecte pour les médecins, les infirmières, tous les professionnels de santé. Et pour le coup, on a un petit peu entendu parler du sujet, ce qui sous-entend peut-être... Sans être désagréable avec une autre entreprise qui a été citée précédemment, on a beaucoup entendu du sujet quand on a demandé à une entreprise qui n'était pas spécialisée de l'approvisionnement des pharmacies de s'en occuper. D'accord. Peut-être une erreur d'aiguillage au tout début, quelque part, dans la gestion de crise. Et puis très rapidement, on a pu effectivement intervenir. En tant que partenaire, on a été connecté à cette cellule de crise et on a pu tout simplement dire, s'il y a des choses qui doivent être livrées, des quantités même très importantes qui doivent être livrées vers les pharmacies, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et quand les masques sont arrivés chez nous, on en a plus entendu parler. Dans le bon sens du terme, à savoir, ils étaient tous les jours livrés au bon endroit. On a livré en 6 mois 700 millions de masques d'État. Et puis on a eu des choses qui étaient plus compliquées à faire. On s'est aperçu tout d'un coup que certains patients ne pouvaient plus aller à l'hôpital chercher leur traitement. Or, vous avez des traitements qui ne sont pas délivrés dans les pharmacies de ville, uniquement à l'hôpital. Donc, on nous a demandé de déployer au niveau national un dispositif qu'on avait uniquement à Montpellier. Donc, on a mis avec la DGOS et la DSS, au ministère de la Santé, ce processus en place. On a cadré juridiquement, bien sûr, pharmaceutiquement parlant aussi, et on a fait en sorte qu'on puisse aller chercher un médicament d'intérêt thérapeutique majeur et qu'on l'apporte spécifiquement dans la pharmacie qui nous avait été désignée par le patient. Donc, à la fois de la logistique de masse et aussi de la logistique de précision. Très bien. Donc on voit que la logistique sanitaire a forcément dû bousculer quelque peu ses habitudes avec et ce risque à gérer. Et on entend que finalement vous avez travaillé sur des notions de scénarios, etc. Et ces nouvelles missions. Les scénarios, typiquement, c'est quelque chose qu'on utilise. C'est un outil de travail au sein de... Ah oui, en fait, les scénarios sont presque une base pour une bonne planification. Les scénarios sont surtout le prétexte à réfléchir sur un macro-mécanisme, des macro-processus. Après, il est certain que l'aléa ne sera jamais exactement identique au scénario qu'on a mis en place. Et surtout, c'est pas forcément un aléa que vous allez devoir appréhender, c'est souvent une succession, des conséquences d'aléas. Je prends l'exemple, encore une fois, d'Irma. L'aléa, c'est un ouragan. Et l'ouragan, il dure quelques heures. En fait, l'aléa qui est derrière, c'est de l'ordre public, c'est de l'évacuation, c'est du ravitaillement. Donc, je veux dire, encore une fois, la crise est une succession d'aléas qu'on doit appréhender, qu'on entend mesurer l'impact. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir comprendre le besoin à mettre en place, à exprimer en tout cas. Donc, le scénario est intéressant parce que ça cadre les idées, ça cadre les organisations et ça permet surtout de dimensionner
les interlocuteurs et les processus. On est sur un scénario où il faut ravitailler une ville de 10 000 habitants, c'est une chose. On est sur un processus où il faut ravitailler 67 millions d'habitants, c'est un peu différent. À partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre en place, ou en tout cas identifier des difficultés qui sont à surseoir, ou qui sont à réaménager, ou qui sont simplement à complètement construire, dont les solutions sont à construire, parce que aujourd'hui, il n'existe rien, on doit refaire quelque chose. Voilà, donc le scénario n'est pas une fin en soi, c'est une base de réflexion qui sert surtout à dimensionner, à pouvoir surtout donner tout de suite des orientations d'arbitrage au niveau des grands partenaires. Donc, on prend des entreprises privées, est-ce que je peux ou pas répondre à la mission? Est-ce que je peux y répondre tout seul? Est-ce que je devrais y répondre simplement que sur un secteur, sur une part de marché, sur une phase, sur un temps donné? Voilà, donc je dirais ça fait aussi partie de ces choses-là où la réflexion en amont, on va dire l'anticipation, préparation, planification, permettent surtout d'amener une réponse adaptée au moment de la conduite. Et au-delà de ces partenariats publics-privés, l'État disposait-il en propre d'un certain nombre d'entrepôts, puisque vous le disiez, cette thématique de la logistique avait déjà été identifiée comme phare. Est-ce que vous disposez en propre d'un certain nombre d'entrepôts pour mailler ce territoire dont vous parlez? Alors là, encore une fois, je dirais la réflexion, elle est vraiment sur une logistique de crise. À savoir ce qui existe, ce qui est efficient, entre guillemets, n'est pas intéressant. À savoir que ce qui fonctionnera bien, ça, c'est plus une variable, c'est un fait. En fait, ce qui est à l'ordre du jour, c'est plutôt de réfléchir sur ce qui dépasse les capacités, parce qu'on est saturé, parce qu'on est dépassé, parce que quelque part sur l'espace-temps, on s'est trop contraint. Ou là aujourd'hui, on a, par exemple, je prends l'exemple des masques, il y a une différence fondamentale dans les scénarios entre une pandémie qui touche notre territoire et on a suffisamment de masques ou on n'a pas suffisamment de masques, et une pandémie qui touche l'intégralité de la planète, avec en plus un centre de production qui se trouve dans le cœur du chaudron de la pandémie. Donc, si vous voulez, le scénario n'est pas tout à fait le même. Parce que avoir une capacité à se ravitailler à l'extérieur, c'est pas très compliqué. Mais avoir une capacité à se ravitailler à l'extérieur, alors que tout le monde cherche le même produit, ça complique un peu la chose. Donc, ce qui fait que le scénario est toujours intéressant, mais il ne répondra pas forcément, il ne répondra même quasiment jamais à l'exactitude de la situation vécue. Je crois qu'il y a dans les scénarios, il y a la planification telle que vous venez de l'évoquer, mais pour nous, ce qui a été le plus stressant, ça a été dans nos scénarios d'imaginer comment nos salariés seraient impactés par cette pandémie. Et nous avons une plateforme centrale qui réceptionne l'ensemble des produits qui sont livrés par les laboratoires et qui irrigue ensuite vers nos 40 plateformes. Nous avons fait des scénarios de crise qui étaient de se dire que se passe-t-il si 30%, 40%, 50%, 60% de ces salariés ne viennent plus travailler parce qu'ils ont attrapé le Covid. Et à partir de là, ça devient très compliqué parce que des scénarios où on va remplacer un flux par un autre, un logisticien par un autre, ça marche. Mais les personnes nous font comment? Donc effectivement, on a dû improviser des scénarios qui nous ont amenés, par exemple, à doubler, tripler les équipes. En partant du principe que, s'ils n'étaient plus là, il y en aurait d'autres. Alors, au-delà de ces notions de scénario et même en temps de paix, comme vous disiez, je crois que certains acteurs s'intéressent à cette notion de maillage, y compris au quotidien. Peut-être, dans un premier temps, je vous propose de nous expliquer rapidement votre activité pour qu'on comprenne, et puis ensuite de nous parler de ce sujet sur lequel vous avez, je crois, été sollicité. Oui, c'est très simple. Je représente les intérêts d'une société d'asset management, donc de gestion d'actifs immobiliers spécialisée dans la logistique. Et notre métier, c'est d'acheter du terrain, construire des bâtiments logistiques, les vendre et les louer. Et on a été, pour rejoindre ce que disait le colonel tout à l'heure, on a racheté un actif militaire, on a racheté une base aérienne et on y construit le projet Ivalé, qui est le plus gros projet logistique d'Europe. On va y développer 800 000 m² d'entrepôts logistiques, plutôt XXL pour adresser les marchés massifs du e-commerce. Et on a été confronté à ce problème-là par un prisme très particulier, c'est qu'on a répondu à l'appel d'offres de Santé publique France pour justement commencer à mailler le territoire des EPI, des équipements de protection individuelle, donc masques, gel hydroalcoolique, gants, etc. Et l'État a commencé par réquisitionner très rapidement pour répondre à la crise sanitaire des entrepôts.
Donc ça, c'était sur l'année 2020. Et pour se remettre aux normes de la loi, j'ai envie de dire, ils ont lancé un appel d'offres en 2021 pour avoir justement la cartographie sanitaire et le maillage sanitaire d'entrepôts XXL sur la France entière. Et ils ont choisi un découpage national de 5 régions pour mettre 5 entrepôts de 30 000 m², donc environ 150 000 m², qui permettaient de stocker massivement les équipements de protection individuelle et résorber toute deuxième vague ou troisième vague à venir. Et là où on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette, on s'en est rendu compte avec nos partenaires. Nous, on apporte une solution immobilière, mais on a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Novomed, qui apporte la solution d'équipement, de produits à fournir. Et on s'est aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau du maillage, parce que la France est à 81% de sa population urbaine, donc 81% de la population française métropolitaine vit en zone urbaine. Et l'enjeu, il n'est pas tellement de stocker. Bon, il y a eu un enjeu pendant 3 à 6 mois de stocker massivement du produit pour distribuer ça à l'échelon de la métropole principalement. Mais très vite, l'enjeu, ça a été de pouvoir acheminer ces produits, non pas aux hôpitaux, etc., mais à l'utilisateur final, qui est le citoyen, et on parlait de 66 millions d'habitants. Et là, il y a un trou dans la raquette, et là, on s'est vu poser la question de la logistique urbaine, et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé un petit peu avant la crise, on l'a oublié, mais le bashing du géant américain, etc., fait que les maires n'osent plus sur leur territoire avoir de la logistique, et on s'est aperçu en fait que certes les entrepôts de 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 m² sont nécessaires, mais ça on sait les construire assez vite. Le trou dans la raquette était d'avoir des entrepôts plutôt plus petits, de 2000 à 10 000 m², plutôt en zone urbaine dense, qui étaient capables d'acheminer les EPI ou les équipements de protection en dernier kilomètre électrique, c'est-à-dire faire les 10-15 derniers kilomètres pour amener les équipements aux habitants. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette et on s'est positionné dessus. Et il y a peut-être un deuxième enjeu, c'est que l'enjeu, on en discutait tout à l'heure avec le colonel, c'est que l'enjeu, il est pas tant sur la logistique que sur le plan de transport. Et pour acheminer les équipements de protection individuelle auprès des habitants, mais demain, c'est valable pour n'importe quel autre produit ou n'importe quelle autre crise, qu'elle soit sanitaire ou pas. Et le plan de transport est assez important à regarder. Et là, on a travaillé avec une start-up, en fait, qui travaille justement l'intelligence artificielle et le big data. Cette start-up s'appelle Cardinal, qui a une solution, en fait, d'aménagement de plans de transport spécialisés par rapport à une problématique donnée, par rapport à un stock à sortir et des livraisons à acheminer. Et on a mis en place une solution qu'on a présentée en résilience à la région Hauts-de-France pour justement avoir un territoire résilient qui puisse permettre d'acheminer les produits d'équipement protection individuelle auprès de l'usager final et non pas forcément auprès d'un distributeur intermédiaire. Alors, on va revenir à la question de la logistique urbaine juste après, parce que je crois que politiquement comme opérationnellement, c'est une question clé. Mais vous parliez tout à l'heure d'une crise qui enclenche des aléas potentiels à répétition. Ici, on est face à une crise sanitaire et pourtant, il y a eu un autre pan qui a été bouleversé. Il n'y a pas que la logistique sanitaire, il y a aussi eu la consommation, avec bien sûr la fermeture des frontières, ces confinements successifs, et puis du coup, donc de nouvelles habitudes, de nouvelles attentes. On se souvient des stocks de pâtes et de papier de toilette, comme on a eu la sensation quand même d'avoir une vraie multiplication des commandes en ligne, etc. De par vos activités, est-ce que vous avez été impacté, vous, sur ce back-office logistique de cette consommation? Alors, on a été confronté à 3 phénomènes. Il y a eu la crise sanitaire, on vient d'en parler. Il y a eu effectivement ce bond du e-commerce. Les plus gros acteurs spécialistes, je pense à la FEVAD notamment, estiment qu'on a en 2020 atteint l'objectif de chiffre d'affaires annuel PIB français de 2025. Avec justement la crise Covid qui a fait commander massivement du e-commerce. On a atteint 116 milliards de chiffre d'affaires en 2020 et on va arriver à 135 ou 150 milliards en 2021. Effectivement, ça a fait un appel à des besoins massifs XXL d'entrepôts logistiques auxquels on a bien évidemment répondu. Mais là, encore une fois, on s'est aperçu que la crise sanitaire nous avait appris que l'enjeu et le trou dans la raquette était non pas de stocker massivement dans des entrepôts XXL de plus de 100 000 m² des produits avec une livraison e-commerce derrière. L'enjeu était sur le plan de transport et sur la logistique urbaine. Comment adresser près de 50 millions de Français qui vivent en zone urbaine en kilomètres propres et en kilomètres électriques ou décarbonés. Et là, l'enjeu est le même. L'enjeu est exactement le même.
Alors avant de se demander à quoi devraient ressembler ces entrepôts et où ils devraient être, on le sait, ce sujet est éminemment politique. Vous insistiez tout à l'heure sur l'image parfois négative que pouvaient avoir les entrepôts logistiques, considérés comme des grignoteurs de terre plus que comme des créateurs d'emplois, par exemple, dans certaines localités. Aujourd'hui, où en sommes-nous et surtout, sous quel biais avez-vous attaqué cette question, vous qui conseillez à Philog sur le rapport avec les politiques? Alors effectivement, c'est un message qui monte de plus en plus auprès des institutionnels, cette idée selon laquelle la logistique prendrait du foncier. Ce que nous faisons, nous, auprès d'Afilog, c'est que nous allons à la rencontre des acteurs institutionnels, des élus nationaux, des parlementaires, et on essaye de leur expliquer qu'au contraire, la logistique, ça peut être un levier d'expansion pour le territoire, que la logistique, comme on vient de l'évoquer ici, elle est aussi au service de l'État, elle peut être au service de la stratégie vaccinale, elle peut également être, cette logistique, en appui des citoyens, comme vous venez de le préciser, c'est-à-dire que par rapport à l'anecdote de ces Français qui sortaient d'un hypermarché avec un amas de papier toilette et de riz ou de sachets de pâtes, je pense que c'est quelque chose qui, si demain on annonçait un nouveau confinement, ça ne se produirait pas parce que je crois que les Français ont confiance et ils ont perçu qu'il y avait une force logistique dans ce pays. Et donc, et eux-mêmes n'ont pas leur propre entrepôt. Exactement, mais il y a vraiment un hiatus parce que le mot entrepôt est un mot qui fait peur, est un mot qui auprès de certains parlementaires effraie dans la mesure où il y a un bashing, il y a un Amazon bashing et malheureusement il y a une forme d'amalgame qui est faite entre l'entrepôt logistique et l'entrepôt du e-commerce qui d'ailleurs peuvent se confondre parce qu'un entrepôt c'est pas seulement un entrepôt de e-commerce tout seul ou un entrepôt de logistique. Donc c'est assez regrettable et on essaye de faire de la pédagogie auprès de certains parlementaires. Ça se fait plutôt facilement, mais il faut reconnaître qu'il y a parfois des ONG ou des associations militantes qui ont une vision et on essaye d'aller à la rencontre pour leur expliquer qu'on ne cherche pas à faire de la concurrence déloyale auprès des commerces physiques, ce qui d'ailleurs factuellement n'est pas vrai en termes de chiffres, et qu'on ne cherche pas non plus à artificialiser les sols, parce que les entrepôts, si on regarde dans le détail, il y a un rapport qui a été rendu par le gouvernement il y a à peu près 15 jours, c'est 1% de l'artificialisation des sols. La totalité de l'artificialisation aujourd'hui, enfin pas la totalité, mais l'un des chiffres qu'on cite rarement, c'est le logement, c'est 60% des sols artificialisés. Donc on essaye d'expliquer ça. Je pense que Madame Dizien pourrait le dire elle-même. C'est un discours qui commence de plus en plus à s'ancrer parmi les institutionnels, qui est un peu surprenant, et on voudrait faire en sorte que on perçoive les choses non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité. C'est-à-dire que l'entrepôt, le bâtiment logistique puisse être perçu comme ça. Vous nous parlez là plutôt d'une problématique qui concerne les entrepôts XXL, donc à la sortie des villes. On entend aujourd'hui un besoin d'entrer jusqu'au cœur des villes pour aller mailler ce territoire. Comment aujourd'hui les politiques abordent cette question? Est-ce qu'il est compliqué de trouver des emplacements? Alors déjà, avant de répondre précisément à cette question, j'aimerais mettre en évidence un paradoxe qui parfois intervient chez le citoyen, c'est-à-dire, d'une part, moi je veux pas d'un entrepôt à côté de chez moi, donc je vais me mobiliser, et c'est le droit du citoyen de se mobiliser là-dessus, mais en même temps, c'est le même citoyen qui va faire ses achats sur des plateformes de e-commerce ou d'ailleurs profiter du click and collect qui est mis en œuvre. Donc effectivement, la logistique urbaine, parfois, elle peut être mal vue, refusée par certains citoyens. Aujourd'hui, comment les pouvoirs publics abordent la question? C'est à l'occasion du projet de loi climat et résilience qu'on réfléchit de plus en plus à comment on territorialise la logistique. Alors, je ne vous cache pas que la première option proposée, c'était de la supprimer, très clairement, de supprimer l'immobilier logistique. C'était des propositions qui n'avaient pas été faites par le gouvernement, mais par un certain nombre de parlementaires. Et finalement, le gouvernement, lui, a essayé de trouver une forme de troisième voie, c'est-à-dire de territorialiser les choses, de mettre ça dans les documents d'urbanisme tels que le PLU, tels que les SRADET, pour essayer de faire en sorte que on ait une logique territoriale dans la façon dont on met de la logistique, parce que la logistique, c'est quand même la science d'optimiser les flux. Et c'est la raison pour laquelle la logistique urbaine, à mon sens, dans le projet de loi à venir, doit s'inscrire dans cette logique. Alors ça veut dire quoi concrètement? C'est une délégation de la décision et de la réflexion à l'échelle des territoires plutôt que de la centraliser au niveau de l'État? Absolument.
D'accord. Absolument. Ça, typiquement, alors on entend qu'on est passé à côté d'une potentielle suppression pure et simple d'un secteur d'activité. Est-ce que pour autant, ces décisions vers lesquelles on tend vous semblent être des bonnes nouvelles ou plutôt... Alors je vais dire, si on tend vers relocaliser la logistique au sein des villes, je vais dire oui, c'est une bonne décision. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la crise sanitaire nous l'a montré, acheminer rapidement, et on parlait de gestion de flux, en gestion de flux, des produits de commerce ou des produits sanitaires ou des produits qui répondront à une crise qu'on ne connaît pas encore demain, la seule façon de le faire, c'est d'avoir que chaque territoire et chaque ville puisse disposer d'un mini-entrepôt au sein même de son territoire. Idéalement, même en branchée fer ou en branchée fluviale, de manière à pouvoir acheminer par des voies différentes que la voie routière les produits. J'insistais sur un point, c'est vrai que le Amazon bashing a fait des levées de boucliers sur tout le territoire pour pas implanter un entrepôt XXL. Aujourd'hui, là, on sait que la logistique est le métier le plus disrupté dans les 5 prochaines années, qu'on va arriver dans des entrepôts plutôt XXS que XXL, donc plutôt small que big, et qui vont permettre une gestion de flux électrique à l'intérieur des villes et vont complètement changer l'aspect qu'on connaît des villes aujourd'hui. Et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre que la suppression complète. Mais ce que vous nous dites, c'est que cette logistique urbaine, en cas de crise, que ce soit la crise actuelle ou les potentielles crises de demain, hélas, elle pourrait être utile pour la résilience des territoires. Et en quoi ? Parce que il faut comprendre que les villes, en fait, ont un indice de résilience très élevé par rapport au reste du territoire. Et quand on parlait tout à l'heure de continuité d'activité, c'est typiquement un outil, même je dirais une réflexion, une posture à avoir pour améliorer la résilience de notre nation. On l'a vu durant la crise, c'est la crise actuelle que nous vivons, l'impact sur les collaborateurs est important. À partir de ce moment-là, c'est pas forcément l'outil de production structurel et technique qui est touché, c'est bien la capacité humaine de compétence qui peut être impactée. Donc, la volonté et le souhait d'avancer dans la planification de continuité d'activité est forte. Au niveau du secrétaire général de la Défense et Sécurité nationale, on a déjà établi il y a quelques années un guide de la continuité d'activité. On est en train de réactualiser avec des clubs professionnels comme le club de la continuité d'activité ou l'Institut de maîtrise des risques pour véritablement refondre et surtout redonner un influx sur la continuité d'activité parce que quelque part, c'est ce qui va faire qui va être le garant de la survivance et de la résilience de tous nos acteurs, aussi bien la population que des acteurs industriels et économiques. Et sur effectivement la logistique au sein du tissu urbain, ça concourt à la résilience et la continuité d'activité sociale des populations urbaines. Donc tout le temps, c'est excessivement important et ça fait partie effectivement d'un plan de développement qui va dans le sens de la bonne gestion des crises majeures. Pour revenir sur la notion de XXL et XXS, on l'a vécu dans la façon dont on a évolué sur la logistique du médicament, puisqu'avant, toutes nos plateformes faisaient tout. Et chaque laboratoire livrait chacune des 40 plateformes, ce qui était en réalité pas très efficace. Et on a implanté au sud d'Orléans une très grande plateforme XXL, en tout cas pour notre métier, qui est la plateforme unique de centralisation de tous les flux, de tous les laboratoires, de tous les jours. Et à partir de là, nous prenons en charge la répartition de nos produits vers des plateformes qui sont probablement du XXS, qui sont déjà implantées dans les zones urbaines et qui, elles, sont en proximité immédiate des pharmacies. Donc on voit que la combinaison des deux fonctionne bien. Et alors, l'impact carbone est immédiat parce qu'on a divisé de façon considérable les flux qui allaient des laboratoires vers les plateformes. Et quand OCP a disposé des produits, ça a été très facile de le dispatcher à travers tout le territoire national. Tout à fait. Avec néanmoins toujours l'aléa des salariés, puisqu'effectivement, encore une fois, on revient dans un schéma de crise sanitaire. La grande question, c'est pour ça que c'était d'ailleurs notre premier principe, protéger la santé des salariés, d'abord pour eux-mêmes et par respect, bien sûr, pour chacun dans l'entreprise, mais aussi pour qu'elle fonctionne. Nous n'avons pas que des automatismes dans les préparations de commandes et nous avons pour l'instant des chauffeurs-livreurs qui conduisent nos camions de livraison, même lorsqu'ils sont à propulsion électrique. Alors une question bête peut-être, mais j'entendais tout à l'heure parler d'entrepôts avant qui faisaient tout. Demain, si on a effectivement ce maillage en ville, mais que la crise imprévisible telle qu'elle est et entraînant des aléas imprévisibles aussi, nous dit, bah oui, mais ce dont on a besoin, c'est des entrepôts où on peut stocker du moins 70 degrés ou du moins 70 degrés, c'est ça pour les vaccins ? Oui, alors on est en plein dedans, au CP en ce moment.
Alors racontez-nous comment on fait dans ce cas-là. C'est compliqué puisqu'effectivement, aucun vaccin n'avait pour l'instant nécessité d'être conservé à moins 70. Ça a été la grande découverte quand on a eu les premières informations pour la distribution du vaccin Pfizer. Et la décision qui a été prise par l'État était la bonne. C'est-à-dire, on ne va pas mettre ce type d'équipement partout. Et donc, il y a eu un choix qui a été fait de 100 centres hospitaliers dans lesquels on a installé ces fameux surcongélateurs. Après, la bonne nouvelle, c'est que les études de stabilité du produit Pfizer, vous l'avez vu le week-end dernier, ont été allégées, puisque maintenant, on peut le stocker à moins 20. Et donc, notre réseau de 40 établissements qui travaille habituellement la température dirigée entre 2 et 8 est en train de s'équiper en moins 20. Nous avons déjà équipé 10 établissements cette semaine et les 30 suivants la semaine prochaine. Et donc, à partir de la fin de la semaine prochaine, nous pourrons distribuer du Pfizer stocké à moins 20. Mais vous avez raison, on a été confronté à un moins 70 qu'on ne savait pas gérer. D'accord. Donc on voit bien qu'effectivement, les entrepôts, même non prévus pour certaines choses, peuvent évoluer au fil de l'eau et en fonction du contexte. Alors, c'est politique aujourd'hui, donc on voit que visiblement, la direction qui semble vouloir être prise semble plutôt satisfaire, en tout cas les professionnels de la logistique ici autour de la table. Tout va bien, on est parti, on va dans le bon sens, ils ont compris et la crise a permis d'eux, ou il y a encore quelques risques? Il y a encore quelques risques, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme un hiatus quand on parle de logistique, c'est-à-dire qu'on a évoqué en première partie d'émission la logistique au sens presque militaire, si j'ose dire. En tout cas, parfois, par certains interlocuteurs, elle peut être comprise telle qu'elle, assez militaire, organisation. Et donc celle-ci, j'ai tendance à penser qu'elle est bien perçue parfois par les pouvoirs publics parce qu'elle est au service justement de cette stratégie vaccinale. Et puis, il y a la logistique qu'on aime moins, qui est celle du e-commerce, des entrepôts pas loin de chez nous, qu'on voit sur le bord de l'autoroute, alors qu'en réalité, ils se sont évidemment énormément modernisés. Et effectivement, non, les pouvoirs publics n'ont pas tous, en tout cas pas l'ensemble des institutions, n'ont pris la mesure et peut-être les leçons de ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un processus parlementaire au sein de cette loi climat et résilience qui fait qu'il y a encore certains risques, et notamment de l'opposition parlementaire, que des digues se mettent dans le développement des entrepôts, pour des raisons justement d'artificialisation des sols ou bien de concurrence à l'égard du e-commerce. Et comme je ne l'ai pas précisé tout à l'heure en termes chiffrés, ce que je voudrais dire sur le e-commerce, c'est que la logistique, c'est 10% de e-commerce. C'est-à-dire que elle fait aujourd'hui davantage d'approvisionnement vers l'industrie, vers les entreprises, vers les commerces physiques qui peut-être se sentent lésés par le e-commerce, mais ce n'est pas exclusivement du e-commerce. Bien sûr. Et alors, comment on pourrait convaincre une collectivité, par exemple, d'installer un entrepôt en son sein, donc au cœur de sa ville? Je crois que vous avez une vision de ce que pourrait être la fonction ou les fonctions d'un entrepôt urbain un petit peu différenciant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la logistique urbaine, ce sera, je pense, l'avenir pour justement permettre de dispatcher auprès d'une grande quantité de population du produit, quel qu'il soit, sanitaire ou autre. Nous, aujourd'hui, par rapport à l'artificialisation des sols, on est passé maître dans l'art de récupérer des friches industrielles. Donc, on ne construit pas sur de la terre agricole puisqu'on est obligé de la compenser. C'est une très bonne chose. On construit plutôt sur de la dépollution et des friches industrielles qui existaient ou des friches tertiaires qui pouvaient exister en centre-ville. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas de terrain neuf agricole avec de la faune, de la flore. On prend plutôt des terrains anciens. Comme l'a dit Hubert Olivier, on est tombé exactement sur le même chiffre. Il y a une centaine d'agglomérations de plus de 200 000 habitants en France qui permettraient de mailler le territoire et de desservir tout de suite près de la moitié de la population française. Donc je pense que au moins les 100 maires ou présidents d'agglomérations ou de communautés urbaines de France devraient réfléchir à avoir un outil de résilience logistique à l'intérieur de son territoire. Et après, les outils logistiques ont énormément évolué. Aujourd'hui, on fait des outils logistiques à plusieurs étages, dont un étage peut être mis à disposition de la mairie pour faire soit un espace tertiaire, soit un incubateur de start-up, soit une salle de sport, soit une ferme urbaine, soit un data center. On peut imaginer plein d'autres choses et on n'a pas besoin en centre-ville d'énormes volumes. Un volume peut démarrer à 2000, 3000 mètres carrés. On discutait tout à l'heure d'un entrepôt OCP au sein d'une grosse collectivité urbaine qui fait 7000 mètres carrés, je crois, et qui permet d'acheminer le médicament à près d'1 500 000 habitants. Là, l'idée, c'est la même chose. C'est de se dire, à un moment donné, il faut pas voir la logistique avec le bashing qu'elle a subi sur ces 10 dernières années.
comme des entrepôts qui feront que 800 mètres de long et qui vont polluer le paysage, etc. Non, on fait des choses beaucoup plus architecturées aujourd'hui à l'intérieur des villes, qui prennent en compte les friches existantes et qui s'introduisent vraiment très bien dans le développement territorial et dans le développement urbain. Et donc c'est comme ça qu'on voit la chose. Et ce sont là on parle de logistique XXS, donc de petits entrepôts, mais qui assurent la livraison à H+4 du citoyen sur l'agglomération dans laquelle il vit. Et vous disiez donc pourquoi pas aller jusqu'à une notion de service public quelque part sur un petit espace de ce petit entrepôt. Exactement. Et on pourrait même on a même proposé des solutions en région Hauts-de-France qui permettaient à la ville d'être résiliente avec d'utiliser une partie de l'entrepôt logistique aux fins de non pas stocker des masques, mais de les produire. De les produire et de les produire sur... La machine n'est pas très grosse en soi, je crois. La machine, non, c'est comme une machine d'imprimerie. C'est une machine qui doit faire 6 ou 7 mètres de long. On approvisionne en entrée avec de la matière première et ça sort des milliers de masques à l'heure, hein, qui peuvent complètement résorber une crise sanitaire ou en tout cas protéger les citoyens de l'arrivée d'un nouveau virus. Et pour convaincre les citoyens qui, comme vous le disiez, peuvent aussi parfois être un petit peu réticents, je crois que là encore, on peut se dire que les fonctions de l'entrepôt logistique urbain de demain peuvent être assez différents. Vous parliez notamment de ces entrepôts qui servent à stocker, donc là pour le coup, pour le e-commerce. Et vous vous dites, pourquoi pas, là aussi, une notion de service dans ces entrepôts, c'est ça? Bien sûr, de service et d'emploi. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la logistique sera... Le service comment, du coup? Comment ça pourrait fonctionner? Alors, le service, qu'est-ce que vous attendez par service? Vous me parliez de pick-up, je crois, de solutions. Oui, alors tout ce qui est click and collect, on peut imaginer un entrepôt qui permette aux citoyens d'aller chercher directement son produit dans l'entrepôt. On peut imaginer des zones de bureaux au-dessus qui permettent de descendre sous l'entrepôt. On peut imaginer l'entrepôt aussi en sous-sol, si jamais c'était nécessaire. On a aussi toute la notion de service de transport dernier kilomètre complètement décarboné, et on peut changer vraiment avec un entrepôt le fonctionnement d'une ville et la décarboner, créer de l'emploi et assurer un service de proximité qui peut desservir des citoyens en moins de 2 heures. Un discours entendu, selon vous? Oui, d'abord, je crois que vous avez tout dit. C'est-à-dire que c'est créer des bassins d'emploi, c'est évidemment la décarbonation, et puis il peut y avoir une mixité d'usages. Et en fait, derrière tout ça se cache de l'attractivité pour le territoire. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le présenter à l'élu local, c'est-à-dire lui dire que on peut mettre... alors moi, je ne sais pas si c'est intéressant, au centre de la ville, j'ai tendance à imaginer plutôt dans le périurbain, par exemple, là où l'emploi n'est pas forcément aussi fort, et on peut essayer d'imaginer des entrepôts XXS, comme vous le dites, ça reste des zones urbanisées, et on va vraiment avoir tout ce dont vous avez parlé. Moi, je pense que c'est un discours aujourd'hui qui n'est pas encore totalement entendu, mais qui est entendu par une certaine partie du gouvernement. Et il faut aujourd'hui continuer de convaincre les institutionnels sur ce discours, qui est un discours positif. Et que la crise aura peut-être... paradoxalement, aider à faire émerger. Absolument, mais je pense que comme tous les secteurs d'activité, la logistique sera marquée par l'épreuve qui a été traversée. Merci beaucoup, messieurs, pour ces riches échanges. Alors, évidemment, j'espère ne pas vous retrouver trop vite pour parler d'une prochaine crise, mais j'espère en revanche que nous pourrons poursuivre ces échanges sur les enseignements tirés et la façon dont cela permettra au secteur comme au pays de continuer d'évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci.